Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Géopolitique, je suis absolument ravi de vous retrouver. Ce soir, on va parler de la situation en Nagorno-Karabakh. Alors c'est peut-être un territoire que vous n'avez jamais entendu, mais tout de même qui est sous le feu des projecteurs de l'actualité internationale, et c'est pour ça que je voudrais prendre quelques minutes avec vous dans cette vidéo pour comprendre les enjeux de ce conflit qui est en train de se passer. Alors ce territoire qui est un territoire sécessionniste non reconnu par aucun pays dans la communauté internationale, est un territoire enclavé en fait sur le territoire de l'Azerbaïdjan, peuplé très majoritairement, pour ne pas dire maintenant uniquement, par des gens d'ethnie arménienne. Et donc, depuis les années 90, ce territoire, après la dissolution de l'Union soviétique, ce territoire s'est déclaré indépendant, mais l'Arménie, la patrie mère, n'a pas voulu reconnaître ce territoire sécessionniste qui s'est déclaré donc indépendant de la République d'Azerbaïdjan pour évidemment ne pas subir, j'allais dire, les foudres de la communauté internationale et être sous sanction internationale. Et donc tout simplement, l'Arménie soutient militairement ce territoire et la population de ce territoire sans toutefois la reconnaître diplomatiquement. Donc c'est voilà donc un petit peu, si vous voulez, le contexte juridique, géopolitique, historique rapide de ce territoire, donc du Nagorno-Karabakh. Alors comme le dit son nom en langue slave, il s'agit d'un territoire montagneux qui est donc vallonné de montagnes et qui représente environ une vingtaine de pourcents de l'entièreté du territoire de l'Azerbaïdjan. Et donc, évidemment, depuis la perte de ces territoires, pas de contrôle en tout cas, par les autorités azéries, évidemment, l'Azerbaïdjan ne souhaite que reprendre le contrôle de ces territoires depuis qu'il a été donc perdu par les autorités azéries dans les années 90. Et donc, on sait que depuis l'Azerbaïdjan veut reprendre ce territoire. On a le président, à la fois le père de l'actuel président Aliyev, Eldar Aliyev en parlait, et cela restait quand même probablement une des grandes plaies de son mandat, la perte de ce territoire. Et Ilham Aliyev, qui est son fils, qui a pris les graines de l'Azerbaïdjan en 2003, a toujours voulu reprendre le contrôle donc de ce territoire qu'il considère comme partie intégrante du territoire azéri. Donc, on sait que une guerre pouvait potentiellement éclater. Ça fait partie, si vous voulez, ce conflit du Nagorno-Karabakh fait clairement partie des territoires des guerres de ce qu'on peut appeler des guerres post-soviétiques, c'est-à-dire des disputes territoriales qui existent sur l'espace post-soviétique, comme on le voit par exemple en Transnistrie, où on voit qu'une partie de la Moldavie s'est auto-déclarée indépendante. Il y a eu le cas de l'Abkhazie également, le cas de l'Ossétie du Sud, qui eux étaient des territoires rattachés à la Géorgie, mais qui étaient pas d'ethnie géorgienne et qui donc pour eux ne faisaient pas partie de la Géorgie, mais si vous voulez, tout ceci en fait a été créé à l'époque de l'Union soviétique. Les frontières en fait ont été redessinées du temps de l'Union soviétique, ne serait-ce que par exemple un territoire comme la Crimée a été intégré en 1954 par Nikita Khrouchtchev puisqu'il était lui-même ukrainien, pour disons favoriser un petit peu son pays d'origine, et il a intégré donc par exemple la Crimée à l'Ukraine, et donc les frontières ont été totalement redessinées en fait à l'époque de l'URSS tout au long du régime communiste, et donc à la sortie de l'Union soviétique en quelque sorte, il y a eu des volontés sécessionnistes irrédentistes qui donc se sont soldées par des conflits. Et donc ce conflit était un conflit qui était gelé depuis donc depuis les années 90, depuis 1994, donc ça faisait 26 ans que ce conflit était latent, où il n'y avait finalement pas de conflit, pas ou quelques tirs en 2016, rien de très méchant, même pas de victimes. Et donc tout d'un coup, dimanche dernier, les bruits des armes ont refait surface dans le territoire du Nagorno-Karabakh. Alors pour l'instant, il n'y a pas possible de dire qui a commencé les hostilités, si c'est la partie arménienne
ou la partie azérie. En tout cas, il semble dès dimanche que l'armée azérie a réussi à conquérir une partie du territoire du Nagorno-Karabakh. Certains villages étaient donc contrôlés par les autorités azéries. Et il semblerait que l'armée arménienne a réussi à repousser donc cette avancée azérie et donc elle contrôle désormais entièrement le territoire du Nagorno-Karabakh. Alors ce qu'on peut dire, c'est on peut presque finalement rien dire puisqu'on sait très peu d'informations. Il y a très peu de journalistes en fait qui sont sur place. On parle d'un territoire extrêmement isolé qui est quasiment pas desservi par voie aérienne, mais à peine qui est seulement desservi depuis le territoire arménien, donc très peu de journalistes sont sur place, donc on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe. D'autant plus qu'il semblerait, sans vouloir prêter des mauvaises intentions aux protagonistes, mais que chaque partie essaye de donner des informations qui leur plaisent. Alors on n'a pas non plus par exemple de bilan exact, d'exactement du nombre de bilans. On sait qu'il y a probablement peut-être une centaine de morts depuis dimanche. Ce qu'on sait environ, c'est qu'il y a quand même il y a quelques morts civiles malgré tout. Qu'il faut signaler. On n'a pas de bilan non plus précis, mais on parle par exemple du côté azéri. J'ai pu lire une quinzaine de morts civils du côté azéri et du côté arménien. On n'a pas un bilan très clair à fournir. Mais ce que je voulais dire, c'est comment, surtout ce soir, quelle est la dynamique de ce conflit? Est-ce qu'il va finalement s'éteindre par lui-même dans les prochaines heures, dans les prochains jours, ou finalement on est rentré clairement dans une dynamique belliqueuse entre les deux parties. Il semblerait tout de même, si on en croit un petit peu le déroulement des faits, des événements, qu'on est sans doute parti pour une guerre assez importante qui pourrait durer peut-être quelques temps. C'est difficile à dire sur quelle durée de temps, mais en tout cas, on voit qu'en tout cas la partie azérie s'est clairement préparée depuis longtemps à cette guerre. On voit depuis 26 ans après sa défaite militaire de 1994, elle a en quelque sorte sans doute repensé sa stratégie et désormais, on voit bien qu'elle a créé des alliances, notamment avec de nombreux pays, a commencé évidemment avec la Turquie. Depuis certaines années, elle s'est rapprochée de la Turquie, ce qui n'était pas le cas dans les années 90, malgré la proximité culturelle qui existe entre les deux pays. La Turquie, l'Azerbaïdjan n'était pas si proche que de ça de la Turquie, elle était beaucoup plus proche d'un pays comme Israël, par exemple. Dans les années 90, il faut savoir que l'entièreté de l'équipement azéri venait d'Israël, c'est ce qui expliquait que les relations entre l'Azerbaïdjan et Israël étaient stratégiques, et c'est ce qui expliquait d'ailleurs les pauvres relations diplomatiques entre l'Arménie et Israël. D'ailleurs, pour information, il semblerait dès ce soir que l'Arménie rappelle son ambassadeur en Israël, puisque justement, elle soupçonne qu'une partie de l'armement azéri soit toujours fourni par Israël, et les tirs de drones qui auraient fait de nombreux morts soldats arméniens venaient justement d'équipements israéliens. Donc tout cela là pour dire qu'en fait que cette guerre semblerait dépasser son cadre strictement local, voire même régional, peut-être pour se transformer dans un conflit plus important en réalité entre acteurs régionaux. Certains disent que peut-être justement on peut aller vers une guerre qui dépasserait l'Arménie et l'Azerbaïdjan et qui pourrait impliquer, si vous voulez, des pays comme la Turquie et la Russie. Donc la question c'est comment peut-on arriver en fait à une guerre justement entre puissances? La question, c'est qu'en fait, justement, l'Arménie a choisi justement depuis plusieurs années pour se défendre de signer un accord de sécurité collectif avec la Russie. Et donc, cet accord de traité collectif qui existe entre l'Arménie et la Russie fait que si l'Arménie est agressée, le territoire arménien est attaqué, la Russie est censée défendre en fait l'Arménie. Simplement, il faut quand même savoir qu'on voit bien que la Russie, d'après ses réactions depuis le début de ce conflit, semble très récalcitrant au scénario de devoir affronter l'Azerbaïdjan, voire même la Turquie. Et donc, la Russie, en fait, a appelé l'Arménie et l'Azerbaïdjan à négocier de pair. Or, la partie arménienne est très récalcitrante à négocier, puisqu'elle est un petit peu, si vous voulez,
dans une situation difficile pour mener des négociations, puisque juridiquement, elle est, d'un point de vue, si vous voulez, d'un point de vue du droit international, elle occupe ce territoire. Donc, elle est dans une position où, j'allais dire juridiquement, elle est dans une situation inconfortable pour négocier, puisqu'elle a conquis militairement ce territoire. Donc, négocier, ce serait une sorte de reconnaissance d'une faute pour l'Arménie et qu'elle devra de toute façon faire des concessions à la partie azérie. Or, si vous voulez, le nationalisme à la fois azéri et arménien empêche en fait de faire des concessions. Et c'est ce qui explique en fait la position, si vous voulez, très en fait guerrière hein, des deux parties. Et c'est ce qui explique que l'Arménie, par exemple, ne veut absolument pas négocier. Hein. Par exemple, j'ai pu lire, j'ai entendu, hein, par exemple, beaucoup de déclarations hein, ces derniers jours du président Nicole Pachinian, hein, qui n'est autre que le président de l'Arménie et qui explique que pour l'instant, il n'est pas ouvert à la négociation. Et pourquoi? Parce qu'il dit que la tâche principale actuellement est de défendre le territoire du Nagorno-Karabakh contre l'agression. On ne peut pas négocier quand on est attaqué. Pour l'Arménie, il n'est pas acceptable de se soumettre au chantage azéri. Voilà ce qu'il déclarait par exemple hier, hein, quand il était interviewé à la télévision qatari Al Jazeera. Alors il a tenu des propos un peu plus diplomatiques envers la télévision russe, puisque on sait que la Russie le pousse à négocier, et donc il essaie tout de même j'allais dire, de se soumettre à la demande russe, mais vraiment, on sent qu'il n'est pas encore prêt à négocier. Alors, il faut savoir que le Conseil de sécurité s'est réuni, qui a demandé aux deux parties un cessez-le-feu immédiat et donc l'arrêt des combats. Mais on voit que pour l'instant, la demande de la communauté internationale n'est pas observée par les deux parties puisque les combats continuent. On apprend également de sources arméniennes qu'un F-16 turc aurait été abattu dans l'espace aérien même arménien, ce qui serait donc une agression hein, du territoire arménien, mais la Turquie, elle démontre très clairement qu'elle n'a jamais utilisé de F-16, et même l'Azerbaïdjan est venu à la rescousse de la Turquie en expliquant que la Turquie n'est absolument pas mêlée, qu'elle n'a absolument pas l'intention d'intervenir dans ce conflit, que l'Azerbaïdjan mènera toute seule cette guerre. En tout cas, c'est ce qu'a précisé le président Ilham Aliyev. Mais en tout cas, ce n'est pas également du goût du président Macron, hein, tout ce souhait de la Turquie d'aider militairement l'Azerbaïdjan. Il a réagi hier lors de son déplacement en République de Lettonie en disant qu'il s'agit la Turquie a fait part de déclarations, je cite, inconsidérées et dangereuses. Hein, ce sont les propos du président Macron. Qui montre finalement qu'il est sans doute l'allié pour l'instant le plus proche j'allais dire, à la cause arménienne, puisque la Russie n'a pas montré trop de solidarité envers l'Arménie, et donc finalement c'est la France qui a montré le plus de compassion envers l'Arménie pour l'instant à ce stade. Et donc la France semble elle manifester un soutien à l'Arménie en expliquant que l'Azerbaïdjan est en train de mener une guerre de conquête sans se référer, comme le fait la partie turque, à plutôt une guerre pour mettre fin, je cite, à l'occupation arménienne en se basant évidemment sur le droit international. En tout cas, c'est la position turque, c'est une position légaliste, alors que la France est plutôt sur une position, j'allais dire, de soutien à l'Arménie. Donc on voit, on est dans un conflit où de plus en plus de parties sont en train de se mêler en fait de ce conflit, et donc on voit bien que tout ceci pourrait dégénérer à un moment donné. Et dernière information en date qui montre que ce conflit s'internationalise, la Russie et la France ont confirmé ce soir l'envoi de combattants de l'opposition syrienne qui combattaient dans le nord de la Syrie et qui ont été transférés sur le territoire du Nagorno-Karabakh. Alors ça fait encore bondir le président Macron qui depuis cette fois-ci Bruxelles où il se trouve pour une réunion, un sommet de l'Union européenne qui est d'ailleurs consacrée en partie à la Turquie et à la situation très tendue dans la Méditerranée orientale. Il a déclaré encore ce soir, nous avons des informations claires que des combattants de Syrie ont été envoyés sur le terrain du Nagorno-Karabakh pour conclure que la situation
et sérieux. Ce sont les termes ce soir du président Macron à Bruxelles. On voit bien que, encore une fois, le président Macron est décidément engagé dans dans une croisade anti-turque. On voit bien qu'il veut montrer que la France existe et qu'elle est désormais qu'elle a son poids diplomatique, qu'elle a choisi son camp diplomatique. On voit bien en Libye qu'elle a choisi le camp Haftar, avec la Russie, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, qu'elle a choisi également son camp dans les tensions en Méditerranée orientale, avec la Grèce, en se plaçant du côté de la Grèce, de Chypre. Et on voit bien que dans le conflit du Haut-Karabakh, le président Macron a décidé plutôt de choisir du camp de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan et la Turquie. Sans parler même de la Syrie, où le président Macron n'est clairement pas dans le camp de l'opposition syrienne avec la Turquie, mais plutôt dans le camp dans le camp Assad syrien, même si évidemment c'est gênant d'exprimer trop fort son soutien à un régime tout de même qui a mené tant de bombardements sur son peuple. Donc on voit bien très clairement le président Macron a choisi de montrer également qu'il y a face, j'allais dire, aux guerres de la Turquie menées par les Turcs, il y a un contrepoids français. Et donc, il faudra voir justement si la France décide de s'impliquer un peu plus dans ce conflit arménien en envoyant des troupes ou pas. On voit bien que ce conflit pourrait s'internationaliser. Alors pour l'instant, il semblerait plutôt qu'on se dirige vers ce qu'on appelle un conflit d'interposition, c'est-à-dire qu'on utilise des acteurs interposés pour défendre des intérêts, par exemple en envoyant des mercenaires qui défendent des intérêts de partis et pour éviter justement de s'impliquer directement. Et donc plutôt c'est un petit peu la voie choisie par la Turquie pour aider l'Azerbaïdjan en envoyant justement des soldats de l'opposition syrienne. Et qu'est-ce que pourrait faire l'autre partie, c'est-à-dire le camp arménien? Il faudra voir. Peut-être la Russie pourrait envoyer de son côté des volontaires, même si je le répète, à ce stade, la Russie ne veut rester neutre puisqu'elle ne veut pas non plus s'allier l'Azerbaïdjan et la Turquie, ou elle veut pas non plus s'aliéner les relations cordiales, en tout cas, qu'elle a avec l'Azerbaïdjan et les relations stratégiques qu'elle a avec la Turquie. On va donc suivre ce conflit très compliqué à décrypter en Nagorno-Karabakh dans nos prochaines vidéos.